Le bruit n'était pas fort. C'était un bruit sec, un raclement de bois verni contre le marbre froid, suivi d'un bruit sourd, mat et séhurant. Le bruit d'un petit corps qui heurte le sol. Puis, le silence. Un silence absolu, épais, qui a instantanément aspiré l'air de la salle à manger, étouffant le crépitement du feu dans la grande cheminée et le tintement de l'argenterie. Ma fille, Lila, 9 ans, était allongée sur le tapis persan, les yeux écarquillés par la surprise plus que par la douleur. Elle tenait encore sa serviette de table à la main. Au-dessus d'elle, mon père, Stanislas, se tenait debout, la main encore tendue, le visage tordu par une grimace de dégoût que je ne lui avais jamais vue, même dans ses pires moments de colère. Il n'avait pas trébuché. Il ne l'avait pas bousculé par accident en se levant. Il l'avait poussé. Délibérément. Avec la précision d'un homme qui chasse un chien errant de son perron. Cette chaise. Sa voix tremblait, non pas de remords, mais d'une rage froide. Cette chaise vaut 5 millions d'euros symboliques. Elle est réservée à ma vraie descendance. À mon sang. Pas à une pièce rapportée. Le temps s'est figé. Je voyais la scène au ralenti. Ma mère, Odile, portait sa main à sa bouche, ses yeux fuyants, cherchant désespérément ailleurs pour ne pas voir la réalité. Mon frère, Emeric, le prince héritier, ricanait bêtement dans son verre de vin, trouvant la situation amusante. Et Lila, ma douce Lila, qui commençait à comprendre, dont la lèvre inférieure commençait à trembler. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas couru vers elle immédiatement. Une froideur glaciale m'a envahi, une armure que j'avais passé 30 ans à forger. J'ai regardé mon père. J'ai regardé cet homme que j'avais passé ma vie à essayer d'impressionner. Et pour la première fois, je n'ai pas vu le patriarche puissant et respecté. J'ai vu un vieillard pathétique, cruel et, surtout, fini. Il pensait qu'il venait d'affirmer son autorité. Il ne savait pas qu'il venait de signer son arrêt de mort. Pas physique, non. C'était trop facile. Il venait de signer la fin de son règne, de son héritage et de tout ce qu'il chérissait plus que sa propre fille, son image. J'ai regardé ma montre. Il était 20h05. La trêve de Noël était terminée. Bonjour à tous, bienvenue dans cette histoire qui, je l'espère, servira de leçon à tous les tyrans domestiques. Avant que je ne vous raconte comment j'ai méthodiquement démantelé l'ego de mon père, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Êtes-vous à Paris, à Montréal, à Bruxelles ou ailleurs? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Écrivez-le-moi en commentaire, j'adore voir à quel point notre communauté est internationale. Allez, c'est fait? Alors, retournons à ce dîner en enfer. Je me suis levée lentement. Ma chaise n'a fait aucun bruit. J'ai contourné la table, mes talons claquant sur le marbre comme le compte à rebours d'une bombe. Je me suis agenouillée près de Lila. Ça va, ma chérie, ai-je murmuré, en inspectant ses genoux. Elle a hoché la tête, ravalant ses larmes. Elle était forte. Plus forte que tous les adultes dans cette pièce réunie. Maman, a-t-elle chuchoté, j'ai sali le tapis? Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux, puis s'est recollé instantanément en un bloc de diamant tranchant. Elle venait d'être agressée, et elle s'inquiétait pour leur tapis. C'était l'effet que cette maison avait sur les gens, elle vous faisait sentir petit, sale, indigne. J'ai aidé Lila à se relever. J'ai lissé sa robe en velours rouge, celle que nous avions choisie ensemble pour qu'elle se sente comme une princesse. Puis, je me suis tournée vers Stanislas. Il s'était rassis, arrangeant sa cravate comme si de rien n'était, reprenant sa fourchette. Assieds-la à la cuisine avec le personnel, a-t-il dit sans me regarder. Les enfants mal élevés n'ont pas leur place à la table des adultes. J'ai souri. Un sourire qui n'a pas atteint mes yeux. Non, père, ai-je dit. Ma voix était calme, trop calme. C'était la voix que j'utilisais lors des négociations de fusion-acquisition les plus tendues, juste avant de porter le coup de grâce. Elle ne va pas à la cuisine. Emeric a éclaté de rire. Allez, Léonie, ne fais pas un drame. Papa a raison. Elle prend de la place pour rien. Et puis, entre nous, elle détonne un peu dans le décor, non? Avec ses yeux. Il a fait un geste vague et raciste qui m'a donné envie de vomir. C'est ça, a renchéri Stanislas. Ici, c'est une maison de tradition. De sang. Tu as choisi de jouer à la mère Teresa avec cet enfant, c'est ton problème.
Mais ne nous impose pas tes erreurs sous mon toit. Ton toit, ai-je répété doucement. Oui, MON toi, a-t-il aboyé, frappant la table du poing, faisant teinter les verres en cristal. Et tant que tu seras sous MON toi, tu obéiras à MES règles. Si tu n'es pas contente, tu connais la sortie. J'ai regardé autour de moi. Les boiseries sombres, les lustres en cristal, les portraits des ancêtres qui semblaient nous juger. Tout cela puait l'ancien monde. Un monde pourri de l'intérieur. Très bien, ai-je dit. Tu as raison. Il est temps de clarifier à qui appartient vraiment ce toit. Mais pour comprendre la jouissance absolue de ce qui allait suivre, il faut que vous compreniez comment nous en sommes arrivés là. Il faut que vous compreniez que ce n'était pas juste une dispute de Noël. C'était l'aboutissement de 36 ans de mépris. Sur la route enneigée qui nous menait de Paris à la Normandie, quelques heures plus tôt, j'avais eu un mauvais pressentiment. Les essuie-glaces battaient la mesure de mon anxiété. Lila dormait à l'arrière, serrant contre elle son cadeau pour grand-père, un dessin encadré de nous tous devant le sapin. Elle avait passé 3 jours dessus. Elle avait même dessiné Stanislas avec un sourire, ce qui relevait de la pure science-fiction. Moi, je conduisais ma Peugeot 308, une voiture correcte, fiable, discrète. Je l'avais choisie exprès pour venir ici. À Paris, dans mon garage sécurisé du 16e arrondissement, dormait ma véritable voiture, une Audi RS7 Sportback. Mais ici, je ne pouvais pas la montrer. Si j'arrivais avec une voiture de luxe, la réaction ne serait pas la fierté. Ce serait la suspicion, ou pire, la demande d'argent. Dans la famille de Valmont, il y avait une hiérarchie stricte, immuable comme les lois de la physique. Au sommet, Stanislas, le patriarche. L'ancien industriel. L'homme qui pensait que l'émotion était une faiblesse et que l'argent était la seule mesure de la valeur humaine. À ses côtés, Odile, la mère. Une femme qui avait troqué sa colonne vertébrale contre un collier de perles le jour de son mariage. Elle voyait tout, savait tout, mais choisissait le silence pour préserver sa tranquillité. En dessous, mais sur un piédestal doré, Aymeric. Mon frère cadet de 4 ans. L'héritier mâle. L'enfant roi. Et tout en bas, dans la boue, moi. Léonie. L'erreur de parcours. La fille qui n'aurait dû être qu'une étape avant le garçon. Je me souviens de mes 18 ans. J'avais obtenu mon bac avec mention très bien, et j'avais été acceptée dans une prestigieuse prépa commerciale. J'étais rentrée à la maison, le cœur battant, espérant un mot, un geste. Stanislas lisait son journal dans le salon. Papa, j'ai eu la mention très bien. Il n'avait même pas baissé sa page. C'est bien. De toute façon, les études pour une femme, c'est juste pour patienter en attendant de trouver un mari capable. Ne t'imagine pas que tu vas reprendre l'entreprise. C'est pour ton frère. 2 ans plus tard, Aymeric avait raté son bac pour la 2e fois. Il avait passé l'année à faire la fête et à sécher les cours. La réaction de Stanislas ? Il lui avait acheté une Porsche d'occasion. Pour lui remonter le moral, avait-il dit. Le pauvre garçon est stressé. Il a besoin de s'évader. L'école n'est pas faite pour les esprits créatifs comme lui. J'avais regardé la Porsche briller dans l'allée. Puis j'avais regardé mes chaussures usées que je portais pour aller à mes petits boulots d'étudiante, car mon père refusait de payer mon loyer à Paris. Tu veux ton indépendance ? Assume-la, m'avait-il dit. C'est ce que j'ai fait. J'ai assumé. J'ai travaillé comme une forcenée. J'ai mangé des pâtes pendant 5 ans. J'ai grimpé les échelons de la finance immobilière à la force de mes poignets, sans un seul contact, sans un seul centime de la famille. Je suis devenue une experte redoutée en évaluation immobilière et en rachat de dettes. Je savais estimer la valeur d'un immeuble en un coup d'œil. Je savais déceler les failles dans un contrat à 10 kilomètres. Mais à chaque fois que je revenais au manoir, je redevenais cette petite fille de 10 ans, invisible, quémandant une miette d'affection. Je leur apportais des cadeaux coûteux, des montres, des voyages, des millésimes rares. Il les prenait avec un hochement de tête distrait, comme si c'était un dû. Tiens, Aymeric a encore cassé sa voiture, disait ma mère au téléphone. Tu ne pourrais pas lui prêter un peu d'argent ? Il te remboursera quand son projet décollera. Son projet ne décollait jamais. J'ai payé ses loyers, ses dettes de jeu, ses vacances. Pourquoi ? Pour acheter leur amour.
Pour qu'une fois, juste une fois, Stanislas me regarde et dise « Je suis fier de toi, Léonie. » Quelle idiote j'ai été. L'amour ne s'achète pas. Mais le pouvoir, lui, s'achète. Et ça, je l'ai appris trop tard. Ce soir-là, en roulant vers le manoir avec Lila, je me disais que c'était la dernière chance. J'avais des documents dans mon sac. Des documents qui prouvaient que leur vie dorée n'était qu'une illusion. Mais je voulais leur donner une dernière opportunité d'être humain. « Maman, est-ce que grand-père va aimer mon dessin ?» a demandé Lila en se réveillant alors que nous franchissions le grand portail en fer forgé. J'ai regardé la silhouette imposante du manoir se découper dans la nuit. « Je ne sais pas, ma puce, ai-je menti. Mais l'important, c'est que tu l'as fait avec ton cœur. » Mon cœur à moi s'était durci. Je sentais la bête se réveiller. La bête de la rancéure. L'arrivée de Lila dans ma vie avait été le deuxième grand séisme de mon existence. Après un mariage désastreux avec un homme que mes parents adoraient, un bon parti issu de la vieille noblesse, mais qui s'est révélé être un alcoolique violent et infidèle, je m'étais retrouvée seule à 32 ans. Stérile, m'avait dit le médecin après des complications. Je ne pourrais jamais porter d'enfant. Pour Stanislas, c'était la confirmation finale de mon échec. Une femme qui ne peut pas donner la vie est comme un arbre fruitier sec. Inutile, avait-il lâché lors d'un déjeuner dominical, entre la poire et le fromage. J'avais pleuré dans la salle de bain pendant 1 heure. Mais je voulais être mère. C'était viscéral. Quand j'ai entamé les démarches d'adoption et que j'ai vu la photo de Lila, un petit bébé de 4 ans dans un orphelinat au Vietnam, j'ai su. C'était elle. Mes tripes ont hurlé que c'était ma fille. Quand je l'ai ramenée en France, j'étais naïve. Je pensais qu'un bébé, un petit être innocent, ferait fondre même le cœur de pierre de Stanislas. Je pensais que l'instinct de grands-parents prendrait le dessus. La première rencontre a été un désastre glacial. Je suis entrée dans le salon avec Lila dans les bras. Elle était intimidée, cachant son visage dans mon cou. « Papa, maman, je vous présente Lila. Votre petite fille. » Ma mère est restée assise, son tricot sur les genoux. Elle a ajusté ses lunettes. Elle est mignonne. Mais elle ne nous ressemble pas beaucoup, n'est-ce pas? Stanislas, lui, n'a même pas tendu les bras. Il a gardé les mains dans le dos, inspectant l'enfant comme on inspecte un cheval qu'on envisage d'acheter. « C'est officiel ?» a-t-il demandé. « Elle porte notre nom ?»« Oui, papa. Elle s'appelle Lila de Valmont. » Il a grimacé comme s'il avait avalé du vinaigre. De Valmont. Donné à une étrangère. Tu te rends compte de ce que tu fais à notre lignée? Les gens vont poser des questions. Au fil des années, le mépris s'est transformé en une ségrégation subtile mais brutale. Emeric a eu un fils illégitime avec une de ses conquêtes d'un soir, un petit garçon nommé Charles. Bien que la mère soit partie et que l'enfant soit élevé par des nounous, Stanislas l'a immédiatement sacré l'héritier. À Noël, Charles recevait des vélos électriques, des consoles de jeux, des enveloppes pleines de billets. Lila recevait des livres éducatifs ou des vêtements pratiques. C'est utile pour son intégration, disait Odile. Mais le pire, c'était la règle du non. Un jour, alors que Lila avait 6 ans, elle a couru vers Stanislas dans le jardin. « Papy. Regarde. J'ai trouvé un papillon. » Stanislas l'a repoussé doucement, mais fermement, avec sa canne. « Non, » a-t-il dit froidement. « Je ne suis pas ton papy. Ce nom est réservé à Charles. Pour toi, je suis Monsieur Stanislas. » Ou Monsieur. Est-ce clair? Lila s'était figée, le papillon s'envolant de ses mains. Elle n'avait pas compris. Moi, j'avais tout entendu depuis la terrasse. J'ai voulu hurler. J'ai voulu tout casser. Mais je n'ai rien fait. J'étais encore sous son emprise, espérant bêtement que si je me montrais assez docile, il finirait par changer. Il est vieux, il est d'une autre génération, m'avait dit tante Muriel, la sœur de mon père, la seule qui nous traitait avec gentillesse mais qui n'avait aucun pouvoir face à lui. Ne le brusque pas. Ne pas le brusquer. C'était le mantra de cette famille. On marche sur des œufs pour ne pas réveiller le dragon. Sauf que le dragon ne dormait jamais, il attendait juste la prochaine victime à brûler. Ce soir de Noël était censé être différent. J'avais réussi une année exceptionnelle.
J'avais amassé une fortune personnelle que je cachais soigneusement. Je me sentais plus forte. Lila avait grandi, elle était intelligente, vive, polie. Je voulais croire qu'il verrait enfin sa lumière. Quelle erreur tragique. Il ne voyait pas sa lumière, il ne voyait que son ombre sur leur précieux tableau de famille parfait. Je fais une pause ici, car j'ai les mains qui tremblent rien qu'à écrire ces souvenirs. Dites-moi honnêtement dans les commentaires, si votre père ou votre beau-père exigeait de votre enfant qu'il l'appelle monsieur au lieu de papy, simplement parce qu'il est adopté, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous coupé les ponts immédiatement? Ou auriez-vous, comme moi, essayé de maintenir la paix pour l'unité de la famille? J'ai vraiment besoin de lire vos avis, car pendant longtemps, je me suis senti coupable. Dites-le moi ci-dessous. Le point de bascule n'est pas arrivé avec un cri, mais avec un ding discret sur mon téléphone, 3 mois avant ce fameux Noël. C'était un mardi matin pluvieux à Paris. J'étais dans mon bureau, en train de revoir des évaluations foncières, quand un email est arrivé. L'objet, projet de restructuration patrimoniale, confidentiel. L'expéditeur, le cabinet de Maître Bresson, le notaire historique de la famille. Le destinataire principal, Stanislas de Valmont. En copie, Aymeric de Valmont. Et, par une erreur divine d'un clerc de notaire fatigué qui avait tapé de Valmont dans la barre d'adresse et sélectionné la mauvaise ligne, moi, Léonie de Valmont. J'ai froncé les sourcils. Stanislas ne m'incluait jamais dans les discussions financières. J'ai ouvert la pièce jointe. C'était un projet de testament modifié et une stratégie de donation entre vifs. En lisant les lignes, le sang s'est retiré de mon visage. Le document était clair, brutal, sans équivoque. Article 1. La totalité des parts de la SCI qui détenait le manoir familial revenait à Aymeric. Article 2. Les comptes titres et les assurances vie étaient transférés aux bénéfices exclusifs d'Aymeric et de sa descendance biologique. Mais c'était la note en bas de page, écrite de la main même de mon père et scannée, qui m'a achevé. Exclusion explicite de Madame Léonie de Valmont et de sa pupille adoptive. Motif, préservation de l'intégrité du patrimoine familial et de la lignée sanguine. Léonie a une situation professionnelle suffisante et n'a pas de descendance légitime à protéger. Pupille. Il l'appelait sa pupille. Même pas sa fille. Et moi, j'étais suffisante. Mais ce n'était pas tout. En continuant à fouiller, car une fois la boîte de Pandore ouverte, on ne la referme pas, j'ai utilisé mes accès professionnels pour vérifier l'état réel du patrimoine de mon père. En tant qu'experte, j'avais accès aux bases de données des hypothèques et des créances douteuses. Ce que j'ai découvert m'a fait éclater de rire. Un rire nerveux, hystérique. Le grand Stanislas, le donneur de leçons, était ruiné. Le manoir, hypothéqué à 120% de sa valeur. Les comptes, dans le rouge vif. Pourquoi? Pour couvrir les dettes d'Aymeric. J'ai vu les traces de virement, 200 000 € pour une start-up qui n'existait pas, 150 000 € pour éponger une dette de casino à Monaco. 50 000 € pour acheter le silence d'une ex-petite amie. Stanislas avait vidé les caisses pour maintenir son fils à flot, et maintenant, la banque s'apprêtait à saisir le manoir. Ils étaient à 2 doigts de l'expulsion. La date limite de paiement était fixée au 15 octobre. Nous étions le 10 octobre. Dans 5 jours, mon père, ma mère et mon frère allaient être mis à la rue. Et ils avaient prévu de me déshériter avant que cela n'arrive, probablement dans l'espoir de vendre le manoir, qu'ils ne possédaient plus vraiment, ou de me demander de l'argent après m'avoir poignardé dans le dos. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau, les toits de Paris gris sous la pluie. J'avais 2 choix. Choix 1, les laisser couler. Les laisser découvrir la réalité brutale de la saisie bancaire. C'était tentant. Oh, combien c'était tentant. Choix 2, intervenir. Mais pas comme la fille sauveuse. Comme un requin. J'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé mon avocat et partenaire d'affaires, Maître Cyprien. Cyprien? C'est Léonie. Tu as toujours ce contact à la Banque Populaire qui gère les créances douteuses? Oui, pourquoi? J'ai une dette à racheter. Une grosse. Mais je veux que ce soit fait via la société écran Lila Holdings. Personne ne doit savoir que c'est moi. De quel dossier s'agit-il? Le dossier de Valmont. Le manoir. Il y a eu un silence au bout du fil. Ton père? Tu vas racheter la dette de ton père?
Non, Cyprien. Je ne vais pas racheter sa dette. Je vais acheter sa maison. Et je vais devenir sa propriétaire. Sans qu'il ne le sache. J'ai raccroché. J'ai signé les papiers 3 jours plus tard. J'ai remboursé la banque et techniquement, juridiquement, le manoir était à moi. J'avais mis en place un contrat de location précaire via un prête-nom, permettant aux occupants de rester jusqu'à la fin de l'année, soi-disant le temps qu'un investisseur étranger décide quoi faire du bien. Stanislas avait signé, soulagé, pensant avoir berné un investisseur stupide, pensant avoir gagné du temps. Il ne savait pas qu'il vivait chez la fille qu'il méprisait. Et maintenant, nous étions à Noël. La période de grâce du bail précaire se terminait ce soir, à minuit. J'avais le pouvoir de les expulser à tout moment. J'avais hésité. Vraiment. Je m'étais dit, c'est Noël, sois clémente. Mais ensuite, la chaise a raclé le sol. Et Lila est tombée. Et la Clémence est morte avec le bruit de son petit corps sur le marbre. Mais avant d'arriver à ce dîner fatidique, il y a eu une étape cruciale. Une étape sombre, moralement grise, mais nécessaire. L'espionnage. Après avoir racheté la dette et sécurisé la propriété de la maison via ma société écran, j'avais besoin de plus. J'avais besoin de munitions morales. Je ne voulais pas seulement être celle qui les met à la porte parce qu'elle a l'argent. Je voulais être celle qui les met à la porte parce qu'ils sont pourris jusqu'à la moelle. Je voulais que ma conscience soit aussi immaculée que la neige qui tombait sur la Normandie. Un mois avant Noël, lors d'une visite de courtoisie où j'étais venue apporter des caisses de vin, qu'ils ont acceptées sans un merci, j'avais profité d'un moment d'inattention pour glisser un petit dispositif d'enregistrement derrière la grande horloge comptoise du salon, et un autre dans le bureau de mon père. Ces appareils avaient une autonomie de 30 jours et se déclenchaient à la voix. Ce que j'ai entendu au cours des semaines suivantes m'a hanté. J'écoutais les enregistrements le soir, dans mon appartement parisien, un verre de whisky à la main, et chaque mot était une entaille de plus sur mon cœur déjà cicatrisé. Il y avait cette conversation, le 15 novembre. Emeric et Stanislas. Papa, tu es sûr que la vente de tes actions va suffire pour couvrir ma perte sur le projet crypto? Demandait Emeric, la voix pâteuse, probablement déjà ivre à 11 heures du matin. Ne t'inquiète pas, fils, répondait Stanislas avec une tendresse qu'il ne m'avait jamais accordée. J'ai trouvé un investisseur idiot pour la maison. On a le cash. Et pour l'avenir, on a le plan B. Le plan B? Léonie. Stanislas a ri, un rire sec. Cette fille a toujours été désespérée de nous plaire. Je vais lui dire que j'ai un cancer. Faux, bien sûr. Juste une petite frayeur. Elle va accourir avec son chéquier. On lui soutirera de quoi remonter ta trésorerie, et ensuite on la coupera. Et la gamine? L'asiatique, a demandé Emeric. Elle? Stanislas a craché le mot. Une fois qu'on aura l'argent de Léonie, on n'aura plus besoin de tolérer sa présence. Je ne veux pas que cette petite chose traîne dans mes pattes. On dira à Léonie que la gamine fatigue ma santé fragile. Elle arrêtera de l'amener. J'ai coupé l'enregistrement. J'ai vomi. Littéralement. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi tout mon dîner. Ce n'était pas seulement du mépris. C'était de la malveillance pure. Il planifiait de simuler une maladie mortelle pour me voler mes économies, tout en prévoyant de bannir ma fille. C'est à ce moment précis que la dernière étincelle d'amour filial s'est éteinte en moi. J'ai essuyé ma bouche, je me suis regardée dans le miroir. Mes yeux n'étaient plus ceux d'une victime. C'étaient ceux d'un bourreau. J'ai appelé maître Cyprien le lendemain. Prépare l'acte d'expulsion, lui ai-je dit. Mais je veux quelque chose de plus. Je veux que tu sois là le soir de Noël. Avec les huissiers. Le soir de Noël? Léonie, c'est brutal. Non, Cyprien. C'est poétique. Il voulait jouer la comédie de la famille unie pour me dépouiller? Très bien. Je vais leur offrir le dernier acte de leur pièce de théâtre. Le 24 décembre est arrivé, froid et coupant. J'ai habillé Lila. Elle était magnifique dans sa robe de velours rouge, ses cheveux noirs brillants coiffés en un chignon élégant. On va voir grand-père Stanislas, chantonnelle. J'ai dû retenir mes larmes. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas que nous allions entrer dans la fosse aux lions. Écoute-moi, Lila,
lui ai-je dit en m'agenouillant pour être à sa hauteur. Ce soir, quoi qu'il arrive, je veux que tu te souviennes d'une chose, tu es ma fille. Tu es une de Valmont. Tu es forte. Et personne, je dis bien personne, n'a le droit de te faire sentir petite. D'accord ? Elle a hoché la tête, un peu confuse par mon intensité. D'accord, maman. Nous sommes arrivés au manoir vers 19h. La maison était illuminée comme un sapin de Noël géant. De l'extérieur, c'était l'image d'Épinal de la réussite et du bonheur. À l'intérieur, c'était le Titanic, et l'orchestre jouait encore. Odile nous a accueillis à la porte. Elle portait une robe Chanel vintage qu'elle avait depuis 20 ans. Elle m'a fait la bise, effleurant à peine ma joue. Vous êtes là. Beau. Aymeric est en retard, comme d'habitude. Pas un mot pour Lila. Pas un regard. Nous sommes passés au salon. Tante Muriel était là, assise dans un fauteuil, l'air mal à l'aise. Quand elle a vu Lila, son visage s'est éclairé. Oh, ma petite chérie. Viens voir Tata Muriel. Elle a serré Lila dans ses bras. C'était le seul îlot de chaleur dans cet océan de glace. J'ai remercié le ciel pour Muriel. Elle serait mon témoin moral ce soir. Stanislas est descendu peu après. Il portait un costume 3 pièces, impeccable. Il avait l'air royal. Mais moi, qui connaissais la vérité, je voyais les signes, les cernes sous les yeux, la main qui tremblait légèrement en se servant en whisky, le regard fuyant. L'homme était aux abois, mais il portait son masque de fer. Tiens, Léonie. Tu as changé de voiture ? J'ai vu une Peugeot dehors. Tes affaires vont mal ? A-t-il lancé en guise de salutation. Je préfère rester discrète, père. Les temps sont durs pour tout le monde, ai-je répondu avec un double sens qui n'a pas saisi. C'est bien ce que je pensais. Heureusement que ton frère est sur un gros coup. Aymeric est arrivé à 19h45. Il a fait une entrée fracassante, les joues rouges, sentant le cognac et le cigare froid. Joyeux Noël, la famille, a-t-il hurlé en jetant son manteau sur une chaise ancienne sans regarder où il atterrissait. Il a embrassé maman, a tapé dans le dos de papa, et m'a fait un vague signe de tête. Il a totalement ignoré Lila. Alors, Aymeric, ce projet, a demandé Stanislas, avide de bonnes nouvelles. Ça avance, papa, ça avance. On va être milliardaire, a menti Aymeric avec un aplomb terrifiant. Je savais qu'il venait de perdre 50 000 € au poker la veille. Mes sources bancaires étaient formelles. L'heure du dîner a sonné. Nous nous sommes dirigés vers la salle à manger. La table était dressée avec l'argenterie des grands jours, celle gravée aux armoiries de la famille. Il y avait des bougies partout. C'était beau. C'était la scène parfaite pour un meurtre social. C'est là que les choses ont commencé à déraper. Il y avait 9 personnes prévues, Stanislas, Odile, Aymeric, tante Muriel, un couple d'amis de mon père, les Durand, des notaires à la retraite, invités pour le prestige, moi et Lila. Mais il n'y avait que 8 chaises. J'ai fait le tour de la table. Les places étaient marquées par des petits cartons calligraphiés. Stanislas en bout de table. Odile en face. Les invités d'honneur au centre. Aymeric à la droite du père. Moi au bout, près de la porte de la cuisine. Et pas de place pour Lila. Maman, où je m'assois ? A demandé Lila, serrant ma main un peu plus fort. J'ai senti une bouffée de chaleur monter dans mon cou. J'ai interpellé ma mère. Maman, il manque une chaise. Pour Lila. Odile a rougi, tripotant son collier de perles. Oh, Stanislas a pensé que, vu qu'il y a les Durand, et que la table est un peu étroite, Lila serait mieux installée sur la petite table basse dans le salon. Elle pourra regarder la télé. Le salon ? Seul. Le soir de Noël ? Alors que nous dînions tous ensemble ? J'ai vu les yeux de Lila se remplir de larmes. Elle comprenait. Elle comprenait qu'elle n'était pas assez bien pour cette table. Non, ai-je dit fermement. J'ai avisé la chaise vide à côté de la mienne. C'était celle d'Aymeric, qui était encore debout en train de se resservir du vin au buffet. Lila, assieds-toi là, ai-je ordonné en pointant la chaise d'Aymeric. Mais, c'est la place d'Aymeric, a chuchoté Lila. Assieds-toi.
Maintenant. Lila a obéi. Elle s'est hissée sur la grande chaise. À ce moment-là, Emeric s'est retourné. Il a vu Lila sur sa chaise. Sa place d'honneur. Sa place de droit divin à la droite du père. Son visage s'est déformé. Et qu'est-ce qu'elle fout là, la petite, a-t-il postillonné. Dégage de là. Stanislas, qui discutait avec Monsieur Durand, s'est tu brusquement. Il a tourné lentement la tête. Ses yeux se sont posés sur Lila comme deux lasers froids. Léonie, a dit Stanislas d'une voix basse et menaçante. Enlève ton enfant de cette chaise immédiatement. C'est la place de l'héritier. Il y a une chaise pliante dans le placard pour Emeric s'il le souhaite, ai-je répondu calmement, bien que mon cœur batte à tout rompre. Ou alors, on peut serrer un peu. Mais ma fille ne mangera pas seule devant la télé comme un chien. Un chien? Stanislas a ri, mais c'était un rire sans joie. Au moins les chiens ont un pédigré, Léonie. Cet enfant n'a rien à faire à cette table. Elle souille l'image de ce dîner. Regarde-la. Elle n'est pas des nôtres. Elle ne sera jamais des nôtres. Lila a commencé à glisser de la chaise, terrifiée. Maman, je vais aller au salon, c'est pas grave. Reste, ai-je crié. C'était la première fois que j'élevais la voix. C'est là que Stanislas a craqué. Il ne supportait pas qu'on lui tienne tête. Surtout pas moi. Surtout pas pour elle. Il s'est levé brusquement, renversant presque sa chaise. Il a marché vers Lila à grandes enjambées. J'ai dit, dégage, a-t-il hurlé. Et il a tendu le bras. Ce geste. Ce maudit geste qui allait tout changer. Il a saisi le dossier de la chaise où était assise ma fille de 9 ans, et il a tiré violemment vers l'arrière, tout en poussant l'épaule de Lila. La scène que j'ai décrite au début de cette histoire s'est alors produite. La chute. Le bruit sec. Le silence. Lila était par terre. Stanislas la dominait, haletant, le visage rouge de colère. Cette chaise est pour mon vrai petit-fils. Pour le sang. Pas pour tes œuvres de charité, a-t-il éructé. Tout le monde était figé. Les Durand étaient pâles, choqués par cette violence soudaine dans ce milieu si polissé. Tante Muriel avait les mains sur la bouche. Emeric criait bêtement, « Bien joué papa, remets de l'ordre. » J'ai regardé ma fille au sol. J'ai vu la peur dans ses yeux. Mais j'ai aussi vu autre chose, la fin de mon innocence. La fin de mes espoirs. La fin de ma fille en tant que victime. J'ai aidé Lila à se relever. J'ai vérifié qu'elle n'avait rien de cassé. Juste une ecchymose et une dignité froissée. Puis, je me suis redressée de toute ma hauteur. Je portais des talons hauts, et pour la première fois, j'avais l'impression de dominer mon père. Je m'arrête une seconde. Je sais que vous êtes en train de bouillir de rage. Je le sais parce que je l'ai vécu. Voir son enfant humilié par sa propre famille est la pire douleur qu'une mère puisse ressentir. Dites-moi dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous sauté à la gorge de votre père? Auriez-vous appelé la police? Ou auriez-vous fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire attendre le moment parfait pour détruire son monde? Tapez vengeance dans les commentaires si vous êtes prêts pour la suite. C'est fini, ai-je dit. Stanislas s'est rassis, reprenant son souffle, pensant avoir gagné. Oui, c'est fini. Emmène-la à la cuisine et qu'on puisse manger en paix. Non, ai-je dit. Je ne parlais pas du dîner. Je parlais de toi. De ton règne. De cette mascarade. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appuyé sur la touche rapide 1. C'est le moment, ai-je dit dans le combiné avant de raccrocher. Tu appelles qui? A demandé Odile, inquiète. Léonie, ne fais pas de scandale devant les Durand. Le scandale a déjà eu lieu, maman. Il a eu lieu quand ton mari a levé la main sur une enfant. Maintenant, c'est l'heure des conséquences. Stanislas a ricané. Des conséquences? Tu vas faire quoi? Me priver de dessert? Tu n'es rien, Léonie. Tu n'as aucun pouvoir ici. C'est ma maison. Vraiment? Ai-je demandé doucement. Tu en es sûr? J'ai signé les papiers avec l'investisseur le mois dernier.
Je suis chez moi à vie. L'investisseur. J'ai laissé le mot planer. Tu n'as jamais demandé le nom de la société holding, n'est-ce pas? Tu étais tellement pressé de prendre l'argent pour sauver les fesses d'Emeric que tu n'as pas lu les petits caractères. À ce moment précis, on a entendu le gravier crisser dans l'allée. Des phares puissants ont balayé les fenêtres de la salle à manger. Puis, la sonnette a retenti. Longuement. Impérieusement. Qui est-ce à cette heure? C'est plein Emeric. On attend le foie gras. La bonne, Maria, est allée ouvrir, tremblante. Des bruits de pas lourds ont résonné dans le hall. Puis, la porte de la salle à manger s'est ouverte. Maître Cyprien est entré. Il était suivi de 2 hommes en uniforme noir, des agents de sécurité privée, et d'un huissier de justice assermenté. « Bonsoir » a dit Cyprien avec sa voix de baryton. « Désolé d'interrompre le repas. Nous sommes ici pour une expulsion immédiate pour cause de violence et de rupture de clause contractuelle. » Stanislas s'est levé, sa serviette tombant au sol. « Cyprien? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es l'avocat de Léonie. Sors de chez moi. » Cyprien a souri. Il a tendu un dossier bleu vers moi. Je l'ai pris. Je l'ai ouvert. J'ai sorti l'acte de propriété. J'ai jeté l'acte sur la table, pile entre l'assiette de Stanislas et le plat de dinde au marron. Il a atterri avec un bruit de papier lourd, définitif. « Lis », ai-je dit. Stanislas a mis ses lunettes, les mains tremblantes. Propriétaire. Société L&L Partners. Représenté par. Sa voix s'est étranglée. Il a levé les yeux vers moi, horrifié. L&L. Léonie et Lila, ai-je précisé. Je suis propriétaire de cette maison depuis le 15 octobre, papa. Tu vis chez moi. Tu manges à ma table. Tu dors sous mon toit. Un silence de mort est retombé. Emeric a laissé tomber sa fourchette. C'est une blague, a-t-il balbutié. Elle ment, papa, dis-lui qu'elle ment. Et le contrat de location que tu as signé, a poursuivi Cyprien, stipule clairement à l'article 14 qu'en cas de comportement violent, destructeur ou illégal sur les lieux, ou de manque de respect envers le propriétaire ou ses représentants, le bail est résilié de plein droit, sans préavis. Je me suis penché vers Stanislas. J'ai planté mes yeux dans les siens. Tu viens d'agresser ma fille. La copropriétaire de cette maison via sa part dans la holding. Tu as violé l'article 14. Stanislas est devenu gris. Tu ne ferais pas ça. C'est Noël. Ah, maintenant c'est Noël, ai-je coupé. Il y a 2 minutes, ma fille était une étrangère indigne de s'asseoir. Maintenant, tu invoques l'esprit de famille? J'ai sorti mon téléphone une dernière fois. J'ai connecté le Bluetooth à l'enceinte connectée du salon, dont le son arrivait jusqu'à la salle à manger. Et juste pour que tout le monde comprenne bien qui tu es, papa, écoutez ça. J'ai lancé l'enregistrement du 15 novembre. La voix de Stanislas a rempli la pièce, claire, nette, cruelle. Une fois qu'on aura l'argent de Léonie, on la coupera. Je ne veux pas que cette petite chose traîne dans mes pattes. Les Durand se sont levés, scandalisés. Stanislas, c'est ignoble, a dit Madame Durand. Nous partons. Ils sont sortis sans se retourner. Odile pleurait silencieusement. Emeric regardait son père comme s'il voyait un étranger. Non pas parce qu'il était choqué par la morale, mais parce qu'il réalisait que le plan avait échoué. J'ai éteint l'enregistrement. J'ai regardé mon père, cet homme qui m'avait fait me sentir petite toute ma vie. Il était minuscule maintenant. Recroquevillé sur sa chaise. J'ai prononcé les 4 mots. Les 4 mots qui me brûlaient les lèvres depuis 30 ans. Ramasse tes affaires. Quoi, a-t-il soufflé. Tu as entendu. Toi, maman, Emeric. Vous partez. Maintenant. Mais où veux-tu qu'on aille? Il neige, a crié Emeric. Je vous ai réservé 3 chambres au Formule 1 de la zone industrielle, ai-je répondu froidement. C'est payé pour 2 nuits. Après ça, débrouillez-vous avec vos millions imaginaires. La scène qui a suivi était pathétique. Stanislas a essayé de négocier. Il a essayé de jouer sur la corde sensible.
Léonie, ma fille, je t'ai élevée, je t'ai nourrie. Tu m'as brisée, ai-je corrigé. Tu as nourri mon insécurité pour mieux me contrôler. C'est fini. Les agents de sécurité se sont avancés. Monsieur, madame, veuillez nous suivre pour rassembler quelques effets personnels. Vous avez 20 minutes. Stanislas s'est levé, vacillant. Il a cherché le soutien d'Emeric. Fils, aide-moi. Mais Emeric, le lâche, le Golden Child, a reculé. C'est de ta faute, papa, a-t-il crié. Tu m'avais dit que tout était arrangé. Tu m'avais dit que la vieille allait payer. Maintenant je suis à la rue à cause de tes conneries. Il est sorti en trombe, bousculant sa mère, pour aller chercher ses affaires, ne pensant qu'à lui-même. Voilà la loyauté qu'on achète avec de l'argent. Odile s'est approchée de moi. Léonie, je suis ta mère. Non, maman. Tu as été sa complice. Tu as regardé ma fille tomber et tu as pensé à ton tapis. Pars. Avant que je ne change d'avis et que je n'annule la réservation d'hôtel. 20 minutes plus tard, ils étaient dehors. Je les ai regardés depuis la fenêtre du salon. Stanislas portait 2 valises, courbées sous le poids de sa défaite. Odile pleurait dans son mouchoir. Emeric jetait ses sacs dans le coffre de sa voiture de location en jurant. Les feux rouges de leur voiture ont disparu dans la nuit blanche. Le silence est revenu. Mais cette fois, ce n'était pas un silence lourd. C'était un silence propre. Je me suis retournée. Dans le grand salon vide de ces tyrans, il restait 3 personnes. Moi. Tante Muriel. Et Lila. Tante Muriel me regardait avec des yeux ronds. Tu as fait ça. A-t-elle murmuré. Tu as vraiment fait ça. J'ai eu tort, tata, ai-je demandé, soudain épuisée, l'adrénaline retombant. Muriel s'est approchée. Elle m'a prise dans ses bras, une étreinte forte, maternelle, celle que j'avais toujours attendue d'Odile. Non, ma chérie. Tu as eu raison. Il y a des décennies que quelqu'un aurait dû faire ça. Je suis fière de toi. Puis, Lila s'est approchée. Elle tenait toujours son dessin froissé, celui sur lequel Stanislas s'était assis. Maman? Ils ne reviendront pas? J'ai pris le dessin. J'ai lissé le papier. J'ai regardé le visage gribouillé de ce grand-père qui n'avait jamais voulu l'être. Non, mon ange. Ils ne reviendront pas. Cette maison est à nous maintenant. À toi et à moi. J'ai jeté le dessin dans le feu de cheminée. Nous l'avons regardé brûler, les flammes dansant dans l'âtre. C'était une purification. J'ai faim, a dit Lila soudainement, brisant la gravité du moment. Nous avons éclaté de rire. Un vrai rire, libérateur. Alors à table, a dit tante Muriel. Il reste une dinde entière et personne pour nous critiquer sur notre façon de tenir la fourchette. Nous avons dîné toutes les 3. Lila s'est assise en bout de table, à la place du patriarche. Elle a mangé sa dinde avec les doigts, et nous avons ri. Pour la première fois depuis sa construction au XIXe siècle, ce manoir résonnait de joie sincère, et non de politesse hypocrite. Les jours suivants ont été consacrés au nettoyage. Pas seulement la poussière, mais l'énergie. J'ai fait changer toutes les serrures. J'ai fait don des vieux meubles austères de mon père à Emmaüs. J'ai repeint la salle à manger en jaune clair, une couleur solaire. Stanislas et Odile ont essayé de me contacter via des avocats, plaidant la sénilité, l'erreur, la famille. J'ai renvoyé une seule réponse, une copie de l'enregistrement audio et une note de maître Cyprien leur rappelant qu'une plainte pour abus de confiance et tentative d'escroquerie était prête à être déposée s'ils s'approchaient à moins de 500 mètres de nous. Ils se sont tus. Emeric est parti à Dubaï pour refaire sa vie, fuir ses dettes, et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. J'ai gardé le manoir. Non pas pour y vivre toute l'année, mais pour en faire un lieu de vacances pour Lila et ses amis. Un lieu où les enfants peuvent courir, crier, salir les tapis et être aimés pour ce qu'ils sont, pas pour leur sang. J'ai appris une leçon ce soir de Noël. L'héritage, ce n'est pas des pierres, de l'argent ou un nom à particules. L'héritage, c'est ce qu'on laisse dans le cœur de ses enfants. Stanislas m'a laissé de la peur et de la colère. Je m'assurais que Lila hérite de courage et de liberté.
Quand je la regarde aujourd'hui courir dans le jardin qui est désormais le sien, je sais que j'ai gagné. J'ai brisé le cycle. Et ça vaut bien plus que 5 millions d'euros. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire. C'était dur à raconter, mais ça fait du bien de le partager. J'espère que cela vous donnera le courage de vous dresser contre ceux qui vous rabaissent, même si c'est votre propre famille. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, laissez un j'aime sur la vidéo, cela aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires de revanche. Dernière question pour la route. Pensez-vous que je devrais revendre le manoir pour effacer complètement leurs traces, ou le garder comme trophée de ma victoire? Dites-le moi en commentaire. Prenez soin de vous et de vos proches, les vrais. À bientôt.